C'est Nicolas, data scientist, qui a fait cette cartographie de Twitch et aussi lui qui a fait la cartographie du YouTube de Micode. Aujourd'hui, on parle avec lui. Que fait un data scientist au quotidien? Quel type de mission? Quels outils utilise-t-il? Bref, on va parler d'une journée type, mais aussi plonger dans la technique, en mode vulgarisation, donc abordable. Par exemple, quelles sont les 3 étapes de traitement de la donnée en tant que data scientist? Et aussi, ces outils de cartographie qu'il est si fort à utiliser, comment est-ce que ça marche? Enfin, on finira sur les 3 conseils qu'il a pour un étudiant ingénieur ou un jeune ingénieur qui veut se diriger vers ce métier de data scientist. Comme d'habitude, tu trouveras les chapitres sous la vidéo s'il y a une partie spécifique qui t'intéresse. Et on commence tout de suite avec le début de journée typique d'un data scientist. Le matin, souvent, c'est plus justement de la veille. C'est-à-dire que le matin, une petite heure, 1 heure et demie, à aller sur Twitter, aller sur Medium, aller sur différents réseaux, aller sur LinkedIn aussi quand on a le temps. On a chacun nos petits rituels de veille et on va s'informer parce qu'on est sur des métiers qui évoluent hyper vite. Donc voilà, souvent la journée type, elle commence avec qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est quoi l'actualité. On continue avec une mission typique de data scientist qu'il a réalisée récemment. Et d'ailleurs, en parlant de mission, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu pour les algorithmes YouTube, ça peut m'aider énormément. Merci, on continue avec sa mission typique. Ouais, récemment, il y avait un de nos plus gros clients qui voulait en savoir plus sur son audience et qui voulait mieux connaître en gros l'activité de son audience sur les réseaux sociaux, on va dire en dehors de son activité avec la marque. C'est-à-dire que, imaginons, on prend une marque A, la marque A fédère une communauté de followers, on va dire, autour d'elle avec laquelle elle interagit, mais elle voulait savoir qui étaient ces gens-là, d'où ils venaient, etc. Nous, l'idée, c'était de voir c'est quoi leur activité sur les réseaux en dehors de vous. Et donc, du coup, là, j'ai redéveloppé tout un script. On a extrait votre base de followers et on va aller voir en dehors des interactions avec vous et qui interagissent. On a vu que la marque, par exemple, les gens qui la suivaient avaient un fort attrait pour, par exemple, le rugby. On a eu une forte. Ça tweetait beaucoup sur le rugby. Ça parlait aussi beaucoup politique, mais on a réussi à mettre en évidence un bord politique en particulier, qui était Ah ouais. particulièrement cité. Dire, OK, vous avez, par exemple, vous avez une partie de votre communauté qui va beaucoup tweeter sur le centre-gauche. On continue avec les langages ou les outils qu'il peut utiliser en tant que data scientist et dans quel contexte chacun de ceux-ci sont utiles. Alors en fait, il y a différentes parties. Alors, moi, je code en Python déjà. Globalement, j'utilise Python pour tout faire. On pourrait utiliser le R aussi en parallèle, mais ça fait grosso modo la même chose que Python, donc on reste sur Python. On a ensuite Gephi, qui est le logiciel libre qu'on va utiliser le plus, qui est le logiciel qui permet de faire les cartographies et les Ouais. data visualisations. Ça, la cartographie, c'est un peu notre signature. Donc, c'est une data visualisation qu'on utilise beaucoup et on utilise beaucoup Gephi. Après, un peu de code HTML, un peu de code CSS, un peu de JavaScript, etc. pour faire du web, parce qu'on en a toujours besoin. Par exemple, quand on va aller scraper sur le web, même si je ne vais pas coder en HTML ou en CSS, j'ai besoin de savoir, par exemple, comment est structurée une page HTML pour savoir comment la parser. On arrive à la partie du traitement de la donnée. Alors cette partie est un peu plus longue, mais elle est hyper intéressante, puisqu'il y a 3 étapes principales du traitement de la donnée en tant que data scientist, c'est-à-dire c'est ce qui va faire 50-80% de son temps. Donc si ça ne t'intéresse pas, tu as des chapitres en bas, tu peux aller à la suivante pour les conseils pour étudiants et pour jeunes diplômés si tu veux aller dans ce secteur-là. Mais sinon, traitement de la donnée, les 3 étapes principales. On a 3 étapes souvent dans l'extraction de données sur le web, les réseaux sociaux, etc. Le crawl, c'est mon bot va naviguer sur le web. Si on devait caricaturer Google, Google, il a un robot qui crawl, donc qui navigue sur les pages web. Il donne un petit score à chacune des pages web et ensuite, ça fait votre SEO. Quand vous tapez un mot-clé, ça vous donne la liste des pages. Donc ça, c'est le crawling. Nous, on a des algos de crawling, en gros, qui vont parcourir le web pour aller chercher de l'information qu'on veut chercher, justement. Ensuite, la deuxième étape, c'est le scrapping. C'est-à-dire que là, scrap, c'est on va gratter l'information. Typiquement, si vous voulez scraper à la main une page web, vous faites clic droit, inspecter le code de la page. Je pense que vous avez déjà fait ça. Vous allez sur une page web, clic droit, inspecter. Ça vous affiche le code HTML. Vous faites CTRL-A, copier-coller le code dans un fichier de texte. Vous venez de scraper une page web. Clairement. C'est vraiment un copier-coller du code HTML. Après, l'idée, c'est que nous, on va le faire, par exemple, sur 30 000 sites web en 20 minutes. Ça, on ne peut pas le faire à la main. Et ensuite, le problème, c'est qu'on a tout le code HTML, mais dedans, il fallait récupérer l'information stratégique. Et alors, pour ceux qui connaissent un peu le HTML, ça va vous parler. Le HTML est composé de balises dans lesquelles on met les informations. C'est-à-dire que on a les balises titres, par exemple, qui sont les balises H. On va dire là, ici, il y a mes grands titres, mes moyens titres, mes petits titres. On a les balises où on met les liens, qui sont les balises A, on a les balises de paragraphes, etc., etc. Et là, le programme, on va lui dire, OK, donc déjà,
ce format texte brut que tu as, qui est du code HTML, tu vas le formater pour comprendre que c'est du HTML. Et ensuite, dans chacune des balises qui vont m'intéresser, tu vas aller chercher le contenu. Et ensuite, une fois que c'est parsing, c'est nettoyage, uniformisation. En fait, le parsing pourrait être considéré comme une première étape. C'est quelque chose d'hybride entre l'extraction et le nettoyage. C'est-à-dire que d'un côté, on extrait la donnée d'un format brut. De l'autre côté, c'est comme si ce format brut, on le nettoyait. Il y a deux façons de voir le parsing, justement. Et donc, c'est la première étape hybride entre l'extraction et le nettoyage. Et ensuite, cette donnée qu'on récupère, qui a été parsée, on la nettoie, on la uniformise et on la fait rentrer dans nos logiciels en fonction de ce qu'on veut en faire. Avant-dernière partie, avant des conseils si tu veux aller dans ce domaine, Nicolas va nous parler de la cartographie, qui est quand même une de ses spécialités. C'est lui qui est connu pour avoir fait la cartographie de Twitch, celle de YouTube. Donc on est parti, quel logiciel il utilise et comment ça se passe en pratique pour la cartographie en tant que data scientist. En fait, d'habitude, quand on fait des data visualisations, souvent on va chercher des corrélations, etc. Donc on va chercher en fait des relations statistiques entre les données de mon échantillon suit une tendance, etc. Là, sur la cartographie, en fait, on va essayer de mettre clairement en image une relation que l'on a déjà dans la donnée. C'est-à-dire, exemple, j'ai fait la cartographie de Twitch. Ici, quand on pense à Twitch, on a des individus qui sont les streamers ou les viewers. Et il y a quelque chose qui les relie, c'est le fait que le viewer regarde le streamer. Et donc ça va être le lien. Et du coup, l'idée qu'il va y avoir par rapport à ça, c'est de se dire la cartographie va mettre en image ce lien entre ces deux types d'acteurs. La cartographie, c'est un excellent outil d'analyse exploratoire. C'est-à-dire que c'est un outil qui est rarement, voire jamais, même quasiment jamais, une fin en soi. C'est-à-dire qu'on ne va jamais faire une carto et dire, bon, allez, la carto, elle montre ça, voilà. C'est souvent la carto, c'est, OK, vous avez une thématique, je fais une cartographie. OK, la cartographie nous permet de voir ces insights ressortir. Maintenant, allons les voir concrètement. Et ça nous donne une analyse exploratoire pour qu'ensuite le consultant puisse aller à la main cibler les insights qu'il a décelés avec la cartographie et aller les challenger, les confronter justement au réel et dire OK, alors sur la cartographie, j'ai vu que telle communauté était très présente. On finit maintenant avec les 3 conseils de Nicolas si tu es étudiant ou jeune ingénieur, jeune diplômé et que tu souhaites t'orienter vers le métier de data scientist. Par exemple, je conseille vraiment aux débutants qui veulent apprendre l'aspect très technique, très code, par exemple, technique de la data science, d'aller sur Towards Data Science, qui est une rubrique Medium, enfin, qui est un site de data science qui repose sur Medium. Et en fait, par exemple, c'est un peu la mentalité que j'aime bien, c'est on va voir ce que ça fait. Et voilà, un article de 3 pages, par exemple, sur voilà, on a testé ça. Résultat, bof, mais bon, voilà, voici ce qu'on a fait, et voilà comment on l'a fait. Et ça, c'est trop bien, quoi. Et du coup, Medium, j'utilise beaucoup. Enfin, là, quand j'ai le temps, parce que après, ça demande quand même, je veux dire, c'est des articles qui demandent un peu d'investissement, parce que souvent, ça peut être technique des fois. Mais je conseille vraiment ça, aller sur Medium, prendre la newsletter et aller lire à chaque fois les articles qui nous intéressent. Moi, la data science, par exemple, c'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école. J'ai appris à l'école tout ce dont j'avais besoin pour la data science, mais après, on va dire l'emballage pour le mettre, c'est-à-dire que j'ai appris à l'école le code, j'ai appris à l'école justement l'analyse de données, on va dire, mais enfin pas l'analyse forcément de données, mais les sciences humaines et ça, avec ma partie plus sciences sociales, sciences humaines. Enfin, j'ai appris toutes les petites briques élémentaires, mais ensuite, c'est justement tout seul que j'ai appris à prendre toutes ces compétences-là et à les mettre dans le même sens pour la data science. Un conseil aussi pour ceux qui sont particulièrement techniques et ingénieurs et qui, en gros, d'un certain point de vue, commenceraient à se lasser, parce que j'ai connu ça et j'ai connu beaucoup de personnes qui ont vécu ça, qui commencent à se lasser de l'aspect ce qu'on appelle les sciences dures, très sciences physiques de l'ingénierie ou très informatique, ne pas hésiter en fait à justement sortir de votre cadre et à se dire je vais appliquer ce que je sais faire, par exemple à l'économie, je vais appliquer ce que je sais faire à la communication, au marketing, je vais appliquer ce que je sais faire par exemple à la politique, à tout plein de domaines qui sortent de ce qu'on peut nous apprendre dans le cursus d'école d'ingénieur classique justement, ou qui sont les cours souvent qu'on a 1 heure par semaine, une UE, un module et tout ça. Pas hésiter justement à vous dire, il faut savoir que si vous êtes normalement en école d'ingénieur, vous avez largement les compétences, justement, des compétences qui sont transversales que vous pouvez aller appliquer dans d'autres domaines et ça peut vous permettre, justement, de vous redonner du souffle dans ce que vous faites. Moi, par exemple, j'ai vraiment eu entre ma période d'ingénieur et aujourd'hui mon métier de data scientist, j'ai eu vraiment 3 ans, 3-4 ans de pause où j'ai quasiment
plus fait du tout d'ingénierie, de code, de maths, etc. Et en fait, c'est justement en appliquant ce que j'avais appris en école d'ingé, c'est en l'appliquant à la communication, au marketing, aux sciences sociales, que ça m'a redonné un élan et qu'au final, je suis reparti dans un métier, on va dire, issu des compétences de l'ingénierie. Et ça, il ne faut pas hésiter justement quand on commence quand on a fait 2 ans de prépa, voire 3, qui ont pu être compliqués parce qu'on sait comment ça marche la prépa, puis qu'on a enchaîné avec une école d'ingénieur qui aussi peut justement, qui en 3 ans veut vous apprendre tout plein de métiers, ça peut être bien justement de sortir de ce cadre-là et de se dire, OK, prendre un peu d'air et se dire, OK, ben, c'est pas parce que j'ai pas un master d'économie, c'est pas parce que j'ai pas un master en marketing que je peux pas justement m'auto-former et capitaliser sur mes compétences pour aller voir d'autres horizons. Pour aller plus loin, je te recommande son interview complète qui est passionnante et sinon tu peux aussi le contacter via Twitter. Bonne journée à toi!